Le soleil du matin projette de longues ombres sur l'accélérateur de Mike tandis que Peggy Thompson, 9 ans, comptait soigneusement les pièces de son petit sac à main licorne. Son berger allemand Max était assis avec vigilance à côté d'elle. Ses yeux ambrés ne quittaient jamais son jeune propriétaire. Le moment de paix fut brisé lorsque le rugissement tonitruant des motos remplit l'air. 15 motos les entourèrent. Une vieille femme luisait sous la lumière du matin. Un homme imposant au visage balafré descendit de son gilet en cuir, avec une vipère enroulée autour d'un crâne. Les autres clients se dispersèrent à l'intérieur, laissant la petite fille et son chien seuls sur l'île en béton. « Les biens, qu'avons-nous ici ?» lança l'homme, nommé Avoc, sa voix portant à travers le terrain. Une petite fille promenait son chiot. La posture de Max changea instantanément. Ses oreilles se dressèrent. Ses muscles se tendirent. Le chien n'aboya ni ne grogna, mais quelque chose dans son immobilité fit reculer plusieurs motards. La main de Avoc jaillit, agrippant le petit bras de Peggy avec une force meurtrière. Dans notre ville, les petites filles paient un tribut. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. Peggy ne cria ni ne se débattit. Au lieu de cela, elle fit un geste subtil avec sa main libre, 3 doigts étendus puis recourbés vers l'intérieur. La transformation de Max fut immédiate et terrifiante. Le berger allemand ne se précipita pas, ni n'attaqua. Au lieu de cela, il resta complètement immobile, ses yeux fixés sur Avoc avec une concentration prédatrice qui semblait impossible pour un animal. Le ricanement du motard faiblit. « Contrôle ton chien, mon garçon », murmura Avoc, vacillant légèrement. « Il n'est pas un mute », répondit Peggy d'une voix stable malgré la peur dans ses yeux. « Et lui, ce n'est pas celui dont tu devrais t'inquiéter. » Alors que Peggy tendait la main vers son téléphone, quelque chose dans l'expression de Avoc passa de l'arrogance à l'incertitude. Ce que lui et ses vipères de l'ombre ne pouvaient pas savoir, c'est que cette rencontre avec une petite fille et son chien déclencherait un conflit qui transformerait la ville de Riverstone à jamais, et révélerait des secrets enfouis depuis les champs de bataille d'Afghanistan. Les organisations plus importantes ont établi des routes de trafic à travers les 3 comtés. Raison de plus pour s'opposer à elle maintenant. Iron Jack argumenta avant qu'elle ne s'enfonce plus profondément. Peggy resta assise tranquillement, semblant absorbée par le déballage de sa sucette, tandis que Max posait sa tête sur ses genoux. Mais elle écoutait chaque mot, classant les informations avec la précision méticuleuse qui la caractérisait. « Pensant qu'ils vont te cibler directement maintenant, » dit Robert, sa voix s'adoucissant alors qu'il jetait un coup d'œil à Peggy, « pas seulement les vétérans, mais aussi ta famille, cette petite fille que je connais, Iron Jack reconnut, sa mâchoire se serrant. Nous avons déjà commencé les préparatifs. » Pendant ce temps, à l'entrepôt abandonné qui servait de clubhouse des vipères de l'ombre, Avoc arpentait furieusement la pièce, renversant des chaises et jetant des bouteilles vides contre le mur, tandis que sa bande regardait avec inquiétude un appel téléphonique. Il vit un appel dans ses militaires rassemblés comme s'ils étaient encore en uniforme, ce qui fit dire à Diesel, observant du coin de l'œil avec une expression pensive plutôt qu'enragée. Ils sont organisés, il observa, discipliné. Cela ne va pas être comme intimider les propriétaires d'entreprises et effrayer les adolescents. Je m'en fiche s'ils sont des Navy Seals, Avoc a craqué. C'est notre territoire maintenant, et cette petite fille, elle est la clé, le point faible du colonel. La fille a un chien militaire, Diesel a souligné une note de respect professionnel dans sa voix. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est une arme avec des dents. Le sourire de Avoc était laid de malice. Alors nous devrons le neutraliser. Ne passerons-nous pas quelques appels ? Je veux que chaque Shadow VIP se trouve à moins de 100 miles de Riverstone d'ici demain. Il est temps que cette ville apprenne ce qui se passe lorsque les gens ne font pas preuve de respect. Alors que la nuit tombait sur Riverstone, les 2 camps se préparaient à un conflit qui allait tester non seulement leur force, mais l'âme même de la communauté. Au centre de tout cela se trouvait une fillette de 9 ans qui comprenait mieux le courage et la loyauté que la plupart des adultes n'en apprendraient en une vie. À l'aube, la garde des vétérans avait établi une présence protectrice dans tout Riverstone. Des équipes de 2 patrouillaient les rues principales sur leurs motos, tandis que d'autres se postaient devant les commerces clés.
Iron Jack transformait son garage en centre de commandement improvisé, avec des cartes de la ville épinglées sur des panneaux de contreplaqué dans une configuration de communication qui aurait impressionné les tacticiens militaires. Les vétérans opéraient avec l'efficacité d'hommes et de femmes qui n'avaient jamais vraiment abandonné leur formation. La routine matinale de Peggy avait été modifiée pour des raisons de sécurité. Au lieu d'aller à l'école à pied, elle roulait désormais avec Madame Bennett, l'amie de son père, dont le fils suivait le même programme d'éducation spécialisée. Max l'accompagnait partout. Son gilet pour chien d'assistance s'assurait qu'il pouvait rester à ses côtés tout au long de la journée scolaire. Les enseignants avaient été informés de la situation, bien que les détails aient été édulcorés pour éviter d'effrayer les autres enfants. Peggy se souvenait des instructions données par Iron Jack, en vérifiant son sac à dos: si quelque chose ne va pas, quoi que ce soit, tu utilises ton téléphone, un bouton et je serai là. Peggy avait hoché la tête solennellement. Je sais que papa, Max le sait aussi. Les vipères de l'ombre firent leurs premiers pas en milieu de semaine. 2 motos furent repérées encerclant l'école élémentaire Jefferson pendant la récréation, roulant lentement devant la clôture où les enfants jouaient. Les Riders n'avaient fait aucun geste agressif, mais leur message était clair: ils savaient où Peggy allait à l'école. La garde des vétérans réagit immédiatement, avec 4 membres établissant des positions autour du périmètre de l'école, tandis que le directeur Williams imposait une politique temporaire de récréation intérieure. Il teste nos temps de réponse, dit Iron Jack à Sarah Chin, l'une des rares femmes membres de la garde des vétérans et un ancien officier du renseignement. Il voit la rapidité avec laquelle nous réagissons, les ressources que nous engageons, reconnaissance classique. Sarah accepta de mettre à jour leurs notes de surveillance. Ce qui me préoccupe, c'est leur intérêt pour l'école. Ils signalent qu'ils sont prêts à cibler les enfants. Pas les enfants, Iron Jack corrigea sombrement. Mon enfant, c'est personnel pour Avoc. La confrontation dégénéra le lendemain lorsque Max fut pris pour cible. Peggy et ses camarades de classe revenaient de la bibliothèque lorsqu'une camionnette dévia délibérément vers le trottoir où ils marchaient en ligne, les enfants se dispersant en hurlant de terreur. Le camion monta sur le trottoir, et Max réagit instantanément en poussant Peggy avec son corps avant que le véhicule ne puisse la percuter. Le berger allemand n'eut pas autant de chance, le pare-choc du camion heurta son arrière-train, l'envoyant culbuter sur l'herbe avec un cri de douleur qui hanta les cauchemars de Peggy pendant des semaines. Après de multiples contusions et une hanche disloquée, le vétérinaire informa Iron Jack que Max aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts correctement. Cela allait être coûteux et la guérison prendrait des mois. Quoi qu'il en coûte, Iron Jack dit sans hésitation, le chien a sauvé la vie de ma fille. La réaction de la communauté ne ressemblait à rien de ce que Riverstone avait vu auparavant. La réunion de la mairie ce soir-là déborda de sa capacité, avec des citoyens se déversant sur la pelouse à l'extérieur, s'efforçant d'entendre à travers les fenêtres ouvertes. Le maire Wilson, un homme politiquement prudent, habituellement plus préoccupé par les règlements de zonage que par la confrontation, se retrouva face à un populiste en colère exigeant des mesures. La police fait tout ce qu'elle peut, insista-t-il, la transpiration battant sur son front alors qu'il faisait face à la foule. Le shérif Roberts demanda un soutien supplémentaire à la police d'État lorsqu'il fut interrompu par Tom Mason, se levant de son siège au 3e rang. Mon magasin paie une protection depuis 3 mois. J'ai déposé 6 rapports de police, rien n'a changé. Sauf que maintenant, ils s'en prennent aux enfants. Le murmure de la foule se transforma en un grondement de colère. Le shérif Roberts prit le micro, son visage buriné grave. Nous construisons un dossier. Rassembler des preuves, ces choses prennent du temps si nous voulons des accusations qui tiennent. Et pendant ce temps, ce qui exigea Diana du restaurant. Nous attendons juste que quelqu'un soit tué. Ce camion aurait pu heurter n'importe lequel de ses enfants. Du fond de la salle, une petite voix coupa les arguments des adultes. Ma mère a toujours dit que combattre le feu par le feu brûle tout. Les têtes se tournèrent pour trouver Peggy debout dans l'allée, ses cheveux roux luisants sous les lumières fluorescentes. Iron Jack se déplaça pour l'intercepter, mais elle continua à parler, sa voix gagnant en force. Avant de mourir, ma mère a dressé des chiens pour protéger les soldats. Elle a dit, la meilleure protection, ce n'est pas d'être effrayant ou méchant, c'est d'être intelligent et de travailler ensemble.
La salle devint silencieuse. Les adultes furent momentanément poursuivis par la logique claire d'un enfant qui avait déjà subi plus de pertes que beaucoup d'entre eux. Le maire Wilson saisit l'occasion, voyant peut-être un moyen de rediriger la colère de la communauté hors de la bouche des enfants. Peut-être devrions-nous envisager une approche stratégique plus unifiée, comme ce qui constitue exactement le défi. Anticiper. Lisa, une infirmière de l'hôpital du comté, sortait avec un homme depuis 3 mois. Un homme qu'elle connaissait seulement sous le nom de Daniel, et qui lui avait récemment révélé sa véritable identité. Daniel, le bras droit de Snake Williams, avocat, n'était pas comme les autres. Jack, insista-t-elle face au silence tonitruant de son frère. Il essayait de sortir avant que tout cela ne commence. Maintenant, il était trop impliqué. Il avait peur de ce que Avoc pourrait faire s'il essayait de partir. « Et tu me dis ça maintenant ?» La voix d'Iron Jack était dangereusement calme. « Après que ma fille ait failli être tuée. Après que son chien ait été renversé dans la rue, il m'a donné des informations. » Lisa continua à me prévenir désespérément que quelque chose d'important était prévu, afin que je puisse te le dire. « Comment penses-tu avoir su qu'il y avait des hommes à l'école ? » Ce jour-là, ce n'était pas de la chance, Jack. Les implications déferlèrent dans l'esprit tactique d'Iron Jack. « Il est votre source, dit-il au shérif Roberts, qui était resté silencieux tout au long des aveux de Lisa. Roberts hocha la tête. Une fois l'un d'eux. Les informateurs confidentiels sont une partie nécessaire des forces de l'ordre. Et vous n'avez pas pensé à me dire que ma sœur était impliquée avec une vipère de l'ombre ? Le contrôle d'Iron Jack glissait. Le SSPT qu'il gardait soigneusement contenu commençait à faire surface dans le tremblement de ses mains. Moi sans aucun fondement, répondit Roberts. Moins de gens étaient au courant, mieux c'était pour tout le monde impliqué, y compris ta sœur. La voix de Peggy provenait de la porte où elle se tenait en pyjama, le coussin de lit vide de Max serré dans ses bras. Les adultes se turent soudainement, conscients de la façon dont leurs voix élevées avaient dû se propager à travers la maison. Est-ce que Lisa est en difficulté ? Iron Jack prit une profonde inspiration, forçant sa réponse traumatique à rentrer dans sa boîte, avec la discipline pratiquée d'un homme qui avait mené cette bataille pendant des années. Non, chérie. Tante Lisa nous aide à comprendre certaines choses sur les gens qui ont blessé Max. C'est compliqué. Des trucs d'adultes à propos de Avoc, expliqua-t-il. Le frère de Peggy lui demanda. Celui qui a été blessé à la guerre ? Lisa regarda sa nièce avec un respect retrouvé. Oui. Parlit Samuel Reynolds. Il est patient à l'établissement de soins où je travaille. Parfois, il est paralysé de la taille jusqu'en bas à cause d'une blessure à la moelle épinière causée par un engin explosif improvisé en Afghanistan. Quelque chose changea dans l'expression de reconnaissance d'Iron Jack, qui atterrit comme un coup physique. Samuel Reynolds ? Il a répété depuis l'opération de frappe au marteau de la 173e aéroportée. Lisa hocha la tête, confuse par sa réaction. Vous le connaissiez ? Iron Jack s'effondra sur une chaise, son visage en feu. J'étais le commandant de la mission où il a été blessé. Son unité était sous mon commandement direct. La révélation flottait dans l'air, changeant tout le paysage du conflit. Ce qui semblait être un ciblage aléatoire des vétérans s'est maintenant révélé être quelque chose de bien plus personnel, une vendetta contre l'homme même que Avoc tenait pour responsable. J'ai ruiné la vie de ses frères. L'attaque a commencé à minuit, avec une précision coordonnée qui a révélé que la stratégie de Avoc avait évolué. Au-delà de la simple intimidation, le Shadow VIP a frappé simultanément à plusieurs endroits à Riverstone, ciblant des entreprises appartenant à des vétérans ou à ceux qui avaient ouvertement soutenu la garde des vétérans. La première alarme vint de la quincaillerie de Tom Mason, où les caméras de sécurité ont filmé 3 motos s'arrêtant devant la vitrine sombre. Les vendeurs n'avaient pas fait preuve de subtilité. Des cocktails Molotov ont brisé la vitrine, et les flammes ont éclaté instantanément, rugissant dans la nuit. En quelques minutes, des rapports similaires inondèrent le centre de commandement de la garde des vétérans, Diana S. Dîner, la réparation automobile de Mike, le hall des vétérans, tout était en feu. Le timing était délibéré, calculé pour étirer les ressources limitées de lutte contre les incendies de la ville au-delà de la capacité.
Le shérif Roberts a mobilisé ses adjoints tandis qu'Aaron Jack a déployé la garde des vétérans dans des équipes d'intervention, priorisant les endroits où les gens pourraient être piégés. Il crée le chaos, observa sombrement Sarah Chin, alors qu'elle coordonnait les communications, nous faisant réagir plutôt qu'agir. Aaron Jack hocha la tête, sa formation militaire lui permettant de rester calme extérieurement malgré la crise. Tactique de diversion classique. La question est, de quoi nous détourne-t-il? La réponse vint d'une source inattendue, Peggy, qui aurait dû dormir dans son lit, apparut dans l'embrasure de la porte du centre de commandement, Max boitant résolument à côté d'elle, malgré ses agrafes chirurgicales et ses bandages. L'Allemand Shepherd avait été libéré plus tôt de la clinique vétérinaire cet après-midi-là, encore des semaines avant un rétablissement complet, mais suffisamment stable pour rentrer chez lui. Il n'aurait pas dû être capable de monter les escaliers de la chambre de Peggy, mais il était là, la vigilance évidente dans chaque ligne de son corps. « Papa » dit Peggy avec une urgence inhabituelle. Max m'a réveillé. Quelque chose ne va pas. Avant qu'Aaron Jack ne puisse répondre, une explosion assourdissante secoua la nuit, suffisamment puissante pour faire trembler les fenêtres à 1,5 km. À travers les fenêtres du centre de commandement, une lueur orange illumina le ciel à l'est, en direction du restaurant de Diana. Ce n'était pas un molotov, dit Sarah en attrapant déjà sa radio, c'était quelque chose de beaucoup plus gros. Un engin explosif improvisé. Aaron Jack confirma son expression sombre, de niveau militaire. Ça vient de dégénérer. Au-delà de la violence de la rue, un véhicule d'urgence hurla vers le restaurant. Peggy tira avec insistance sur la manche de son père. Papa, écoute-moi, ce n'est pas seulement le restaurant. Max essaie de nous dire quelque chose dans le chaos. La plupart des adultes auraient rejeté l'inquiétude d'un enfant, en particulier celle impliquant un chien. Une communication supposée, mais Aaron Jack avait appris depuis longtemps que la connexion de sa fille avec Max dépassait la compréhension ordinaire. Kat avait dressé le berger allemand avec des capacités qui dépassaient les animaux d'assistance standard. Que vous raconte-t-il? Cheville? Il continue de regarder la porte, puis me regarde, comme quand maman lui a appris à conduire les gens à quelque chose d'important. Les yeux de Peggy reflétaient les feux lointains visibles à travers les fenêtres. Je pense qu'il sait où ils vont frapper ensuite. Cela semblait impossible, comment Max pouvait-il avoir des renseignements sur les cibles de Shadow VP? Pourtant, Aaron Jack avait vu trop de choses inexplicables au combat pour rejeter complètement l'intuition de sa fille. Sarah, tiens-le fort. Je dois vérifier quelque chose avec Peggy et Max, dit-il en montrant le chemin. Ils sortirent de la maison dans la nuit remplie de chaos. Max se déplaçait avec une détermination douloureuse, sa blessure évidente dans son portail, mais son objectif était inébranlable. Il les conduisit non pas vers les commerces en feu du centre-ville, mais dans la direction opposée, vers l'école élémentaire Jefferson. L'école, demanda Aaron Jack, alors qu'ils approchaient du bâtiment sombre. Pourquoi ciblerait-il l'école? La réalisation le frappa avec une clarté esséurante, l'école n'était pas n'importe quel bâtiment. C'était là que les enfants des vétérans se rassemblaient quotidiennement. C'était un symbole des générations futures, la cible psychologique ultime. 3 motos étaient garées derrière le gymnase de l'école, leurs pilotes travaillant avec une efficacité déterminée dans l'ombre. Même à distance, Aaron Jack pouvait identifier les explosifs positionnés à des points structurels clés, le même modèle de démolition qu'il avait vu utilisé par les ingénieurs de combat en Afghanistan. « Appelle Roberts », murmura-t-il à Peggy en pressant son téléphone dans sa petite main. « Dis-lui que nous avons besoin de tout le monde à l'école primaire immédiatement. Puis prends Max et cache-toi dans ces arbres. Ne sors pas avant que je vienne te chercher. »« Papa, mais... » Pas d'argument, Peggy, pas cette fois, dit Aaron Jack. Les vipères de l'ombre étaient tellement concentrées sur leurs tâches qu'elles ne remarquèrent pas l'approche d'Aaron Jack jusqu'à ce qu'il soit presque sur elles. Même à ce moment-là, leur réaction fut retardée par la surprise. Elles ne s'attendaient clairement pas à une résistance à cet endroit, croyant que la garde des vétérans était entièrement occupée par les incendies à travers la ville. Ça se termine maintenant, annonça Aaron Jack, sa voix portant la présence de commandement indubitable qui avait autrefois dirigé les troupes au combat. Les 3 hommes se tournèrent vers lui, l'intendant instinctivement vers une arme à sa ceinture.
La réponse d'Iron Jack fut immédiate et mesurée, il ne sortit pas d'armes, mais sa position changea subtilement, prêt à neutraliser la menace si nécessaire. Le colonel Morrison, l'un des hommes, reconnut Iron Jack, entrant dans la faible lumière pour révéler les traits minces de Diesel. « Vous êtes censé être en centre-ville, sauver vos entreprises en feu, dit-il. « Et vous êtes censé être plus intelligent que ça, répondit Iron Jack. Attaquer une école, même pour les vipères de l'ombre, c'est franchir une ligne. Les ordres sont des ordres, répondit Diesel, bien que quelque chose dans son ton suggéra une réticence. Avoc veut que Riverstone comprenne qu'il y a des conséquences pour défier. En menaçant les enfants, est-ce qui vous êtes maintenant, Diesel? Un homme qui bombarde des écoles primaires? La question flottait dans l'air, attendant avec un défi moral. Mais avant que Diesel ne puisse répondre, les sirènes percèrent la nuit. Le shérif Roberts et ses adjoints approchaient rapidement. « Vous devez partir, dit Iron Jack avec une urgence soudaine. Vous tous, ce n'est pas un combat que vous voulez avoir sur votre dossier. » Les yeux de Diesel se plissèrent de suspicion. « Pourquoi nous avertir ? » « Parce que tout ce qui se passe entre Avoc et moi ne justifie pas cela, répondit Iron Jack. Et parce que ma fille pense que tout le monde dans votre club n'est pas au-delà de la rédemption. Je choisis de tester cette théorie. Quelque chose changea dans l'expression de Diesel, reconnaissance peut-être, ou la première fracture dans une façade durcie. Sans un autre mot, il fit un geste à ses compagnons, qui abandonnèrent leurs explosifs, enfourchèrent leurs motos et disparurent dans la nuit, au moment même où les premières voitures de police tournaient au coin de la rue. Le lendemain matin, l'aube se leva sur une Riverstone changée à jamais. 4 commerces avaient brûlé jusqu'à leur fondation, mais miraculeusement, aucune vie n'avait été perdue. Les engins non explosés de l'école primaire avaient été retirés en toute sécurité par une équipe de déminage de la police d'État, mais les dégâts psychologiques étaient faits. Les vipères de l'ombre avaient démontré à la fois leur volonté de recourir à la force létale et leur capacité à coordonner des attaques complexes. Ce que personne n'avait anticipé, c'était la réponse de la communauté. Alors que le soleil montait plus haut, les résidents commencèrent à se rassembler au centre-ville, arrivant avec des outils, des matériaux de construction et une détermination inébranlable. Sans organisation formelle ni direction officielle, les citoyens de Riverstone entreprirent de reconstruire ce qui avait été détruit. Tom Mason se tenait au milieu des restes calcinés de sa quincaillerie, le visage couvert de suie et de larmes, tandis que les voisins transportaient les débris et que les entrepreneurs, généralement concurrents, travaillaient côte à côte pour stabiliser la structure endommagée. 43 ans, dit-il à personne en particulier. Mon père a ouvert ce magasin il y a 43 ans. Je pensais qu'il avait disparu. Il n'a pas disparu, répondit Diana, qui était arrivée avec des cafés et des sandwichs pour les ouvriers, malgré le fait que son propre dîner fut parmi les victimes. Juste temporairement indisponible. Nous vous ferons rouvrir dans une semaine. Comment pouvez-vous en être si sûr, demanda Tom. Diana fit un geste vers l'activité animée qui avait transformé le centre-ville. Parce que c'est ce que Riverstone fait. Nous prenons soin des nôtres. La garde des vétérans s'était parfaitement intégrée dans l'effort de rétablissement. Leur formation militaire s'est avérée inestimable pour organiser le chaos en action efficace. Iron Jack travailla aux côtés des hommes et des femmes qu'il avait autrefois commandés au combat, orientant maintenant leurs compétences partagées vers la guérison plutôt que vers la violence. Peggy et Max observaient depuis un banc de l'autre côté de la rue, le berger allemand se reposant, son corps en voie de guérison tout en maintenant une surveillance vigilante sur sa charge. L'activité du matin avait attiré la majeure partie de la ville vers l'effort de reconstruction, créant un rassemblement communautaire involontaire comme Riverstone n'en avait jamais vu depuis des décennies. « Votre chien a l'air de se sentir mieux », dit une voix à côté d'elle. Peggy se tourna pour trouver Diesel debout là, vêtu de vêtements civils sans un signe de Shadow VIP visible. Malgré sa tentative d'anonymat, la tête de Max s'était levée à son approche, pas menaçant, mais alerte. « Le vétérinaire a dit qu'il avait besoin de se reposer », répondit Peggy d'un ton neutre. « Mais il n'écoute pas très bien quand il pense que j'ai besoin de lui. » Diesel hocha la tête, comme si cela avait du sens. Les chiens de travail militaire sont comme ça. La loyauté avant l'instinct de survie. Ta mère lui a bien appris.
Saviez-vous que ma mère a demandé, demanda Peggy directement. Clinique vétérinaire. Pas personnellement. Diesel a admis s'être assis au bout du banc, mais j'ai travaillé avec des chiens qu'elle avait entraînés en Afghanistan. J'étais un aide pour le 75e régiment de Rangers. La révélation a cristallisé les pièces du puzzle dans l'esprit ordonné de Peggy. C'est pourquoi tu les as empêchés de bombarder l'école, parce que tu n'es pas vraiment l'un d'eux. La bouche de Diesel s'est serrée. C'est compliqué, gamin. Quand tu reviens de là-bas, tu es différent. Le monde n'a plus de sens. Parfois, tu trouves de la famille dans des endroits étranges, comme un gang de motards qui blessent des gens. L'évaluation brutale a fait réagir Diesel. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avoc a changé depuis qu'il a découvert le lien de ton père avec son frère. C'est devenu personnel pour lui. Dangereux. Va-t-il essayer de me faire du mal, papa? Il prépare quelque chose. Diesel a confirmé, sa voix baissée. C'est quelque chose d'important, pas seulement des dégâts matériels. Cette fois-ci, il fait venir des gens d'autres chapitres qui stockent des explosifs. Après l'embarras d'hier soir, il est assoiffé de sang. Pourquoi me dis-tu ça? Peggy lui a demandé, la tête inclinée, avec une curiosité sincère. Diesel a semblé considérer la question attentivement. Peut-être parce que tu me rappelles quelqu'un. Peut-être parce qu'il y a des limites que je ne franchirai pas. Ou peut-être parce que ta mère m'a sauvé la vie une fois, et que je n'ai jamais pu la remercier. Avant que Peggy ne puisse traiter cette nouvelle information, une agitation est survenue de l'effort de reconstruction. Un camion est arrivé, transportant du bois et des fournitures. Un événement banal, à l'exception de l'identité du chauffeur-livreur. Le serpent porte toujours son gilet pare-balles vipé. Il est descendu de la cabine, l'air visiblement mal à l'aise sous les regards soudainement hostiles des habitants de la ville rassemblée. Elisa m'a envoyé, a-t-il annoncé, un fer à repasser. Jacques a directement dit que tu avais besoin de 2x4 et de clous à toiture. J'ai tout ce qu'elle avait sur sa liste. Le silence qui a suivi était assourdissant. Jacques s'est avancé, son expression était indéchiffrable alors qu'il évaluait le petit ami de sa sœur, un homme qui appartenait à l'organisation qui venait de brûler la moitié de la ville, et Avoc approuva cette livraison. Demanda-t-il finalement? La mâchoire du serpent se serra. Avoc ne sait pas non plus, la plupart des frères non plus, c'est qu'il peine à trouver ses mots. C'est juste entre nous. C'était un tournant, petit mais significatif, une fissure dans l'opposition monolithique qui menaçait de consumer le fer de Riverstone. Jacques hocha la tête une fois, puis tendit la main après un moment d'hésitation. Snake la secoua. Nous aurions besoin d'aide pour décharger le fer, Jacques dit simplement. Le geste ne fut pas perdu pour ceux qui regardaient, en particulier pas pour Diesel qui observait l'échange avec une expression mêlant espoir et inquiétude. Il se tourna vers Peggy, sa voix urgente. Maintenant, ton père est un homme bon, meilleur que la plupart, mais Avoc ne va pas s'arrêter, surtout pas après avoir vu ça. Il hocha la tête vers Snake qui passait maintenant du bois aux vétérans qui avaient été ses ennemis quelques heures auparavant. Alors, nous devons le faire arrêter. Peggy répondit avec la logique directe d'un enfant. Ce n'est pas si simple, à cause de son frère, celui que mon père a accidentellement tué pendant la guerre. Les sourcils de Diesel se levèrent. Tu sais que mon père se sent mal à ce sujet, et je sais que Avoc est en colère parce que son frère a été blessé, et je n'ai pas eu assez d'aide par la suite. Le front de Peggy se fronça de concentration. Ma mère disait toujours que comprendre la colère de quelqu'un était la première étape pour faire la paix. Certaines colères sont trop profondes pour que la compréhension puisse les guérir. Mon garçon, alors nous devons essayer autre chose. L'expression de Peggy s'illumina soudainement avec l'intensité particulière qui précédait souvent ces moments les plus inattendus et perspicaces. Diesel, sais-tu où vit le frère de Avoc, celui en fauteuil roulant? La question l'a clairement pris au dépourvu. Samuel, il est à la maison de retraite Riverside. Pourquoi? Parce que c'est lui la clé, répondit Peggy avec une certitude absolue. Pas les explosifs, ni les motos, ni même Avoc. Si nous voulons arrêter cela, nous devons parler à Samuel. Diesel secoua lentement la tête.
Havok ne le permettrait jamais. Il a pratiquement construit un mur autour de son frère. Seul visiteur autorisé, strictement surveillé. Alors, nous devons trouver un autre moyen, insista Peggy, parce que cela ne finira pas tant que personne ne changera d'avis avec Havok, et la seule personne qui peut le faire est son frère. La conversation se termina brusquement lorsqu'Iron Jack s'approcha. Son expression s'assombrit à la vue de Diesel assis à côté de sa fille. « Tout va bien ici, Peg ?» Diesel, je lui racontais juste comment il avait travaillé avec les chiens de maman en Afghanistan, répondit sincèrement Peggy. Sélectivement, le regard d'Iron Jack se déplaça vers l'ombre vipée, l'évaluant avec l'examen minutieux d'un officier commandant. « Est-ce que votre femme a entraîné les meilleurs chiens du service, colonel ?» Diesel répondit en se levant pour partir. Celui-là inclus. Il hocha la tête vers Max qui l'observait avec une attention intelligente. Vous devriez être fier de son héritage. Je suis Iron Jack, dit doucement ce dernier. Chaque jour. Pendant que Diesel s'éloignait, Peggy le regarda avec l'intensité particulière qui mettait souvent les adultes mal à l'aise, de voir au-delà des apparences superficielles, les vérités complexes sous-jacentes. Papa, dit-elle après un moment, je pense que je sais comment arrêter Havok. Le plan qu'elle a décrit était à couper le souffle, à la fois dans sa simplicité et son audace, et à tel point que le premier instinct d'Iron Jack fut de le rejeter complètement, jusqu'à ce qu'il reconnaisse dans sa stratégie des échos du mélange particulier de compassion et de pensée tactique de Catherine. « C'est dangereux, Peggy, avertit-il. Si ça tourne mal. » Maman avait l'habitude de dire que parfois, le plus grand danger est de ne rien faire quand on aurait pu aider, répondit Peggy. Nous devons essayer, papa, pour Riverstone, pour Max, pour tout le monde. Alors que la reconstruction continuait autour d'eux, père et fille ont finalisé un plan qui mettrait fin au conflit une fois pour toutes, ou l'intensifierait au-delà de la rédemption. Satisfaction vindicative, le grand colonel Morrison. Seul et déjoué, dites-moi, colonel, est-ce que cela ressemble à Cago, quand l'unité de mon frère a été laissée sans soutien approprié à cause de votre erreur de calcul? L'expression d'Iron Jack se durcit à la référence. L'unité de votre frère a été prise dans une embuscade que personne n'aurait pu prédire. J'ai envoyé toutes les ressources disponibles pour les extraire, mais trop peu, trop tard. Havok cracha. Maintenant, vous pouvez ressentir ce que l'on ressent lorsqu'on vous prend tout, votre maison, votre fille, votre avenir à l'extérieur. Peggy était chargée dans une camionnette en attente. Max suivait toujours les ordres de priorité qui le maintenaient docile. Elle ne se débattait pas, ni ne pleurait, au contraire, elle observait tout avec la concentration intense qui caractérisait son approche de la crise, cataloguant les détails, recherchant des schémas et des opportunités. Un détail s'est immédiatement démarqué. Le serpent ne faisait pas partie des vipères de l'ombre participant à l'attaque. Son absence suggérait une fracture dans l'organisation de Havok, peut-être même la possibilité d'une assistance d'un côté inattendu. Les portes de la camionnette se fermèrent, séparant Peggy de son père et de sa maison. Par la fenêtre, elle regarda les motos de la garde des vétérans arriver au loin. Trop tard pour empêcher l'enlèvement, mais peut-être à temps pour sauver Iron Jack à l'intérieur de la maison. La confrontation entre Havok et Iron Jack avait dégénéré en violence physique malgré sa formation militaire. Iron Jack s'est retrouvé submergé par la rage du jeune homme, alimenté par la force de l'aide de plusieurs vipères de l'ombre. Votre fille sera indemne. J'ai promis que ces hommes attachaient Iron Jack à une chaise tant que vous acceptez mes conditions. La garde des vétérans se dissout. Vous quittez Riverstone définitivement et vous faites une déclaration publique reconnaissant votre responsabilité dans les blessures de mon frère. Si je refuse ? Le sourire de Havok était dépourvu d'humanité. Alors nous verrons comment ta fille se débrouille sans toi. Le système de placement familial de l'État n'est pas gentil avec les enfants ayant des besoins spéciaux. C'était le moment le plus sombre qu'Iron Jack ait vécu depuis le jour où Catherine est morte. Pire à bien des égards, car il avait été impuissant face à l'avancée inexorable du cancer. Maintenant, son entraînement, sa force, sa vie de préparation s'était avérée insuffisant pour protéger la personne qui comptait le plus. Alors que la camionnette transportant Peggy traversait les rues sombres de Riverstone, elle se concentra sur Max,
à la recherche du moindre signe du lien qui avait défini leur relation depuis la mort de sa mère. Mais le berger allemand était assis rigidement en face d'elle, toujours sous l'influence des ordres de substitution de Diesel. « Max » murmura-t-elle en tendant la main, paume vers le haut, comme Catherine le lui avait appris. « C'est moi, c'est Peggy. » Les oreilles du chien vacillèrent légèrement, la seule indication que ces mots avaient pénétré la programmation de contrôle. « Tu te souviens quand maman est tombée malade ?» Peggy continua doucement, ignorant le regard d'avertissement de son ravisseur alors qu'elle ne pouvait plus sortir du lit. « Tu dormais à côté d'elle chaque nuit. Tu savais avant tout le monde qu'il était temps que tu la protèges, jusqu'à la toute fin. » La posture de Max resta inchangée, mais ses yeux ambrés pleins d'âme qui la surveillaient depuis des années, commencèrent à montrer des signes de conflit interne. « Maman m'a dit quelque chose avant de mourir, » dit Peggy, sa voix baissant encore plus bas, forçant le chien à se concentrer intensément sur ses mots. Elle a dit qu'aucun ordre, aucun entraînement, aucun maître chien ne pourrait jamais outrepasser le lien entre un chien et sa véritable famille. Elle a dit que l'amour était plus fort que toute programmation. Quelque chose changea dans le comportement de Max, un changement subtil que seule une personne qui le connaissait intimement remarquerait. La stricte conformité commença à se fissurer, remplacée par la plus faible lueur de reconnaissance. Passé en Afghanistan. Le visage de Havok se vida de sa couleur alors qu'il écoutait les paroles de son frère. Le récit qui avait alimenté sa haine pendant des années était démantelé par la personne même dont la souffrance l'avait inspiré. « Cela ne peut pas être vrai », protesta-t-il faiblement. « Il t'a abandonné, t'a laissé mourir dans cette vallée. Il a essayé de nous sauver, Marcus, contre les ordres. J'ai passé 7 ans à blâmer le mauvais homme, » dit Samuel, la voix légèrement brisée. « Et maintenant je découvre que tu as pris sa fille. Devient la chose même que nous méprisons tous les deux, quelqu'un qui blesse des innocents. » La révélation frappa Havok comme un coup physique. Sa main tenant le téléphone tremblait visiblement, tandis que les fondations de sa vengeance s'effondraient. « Qu'ai-je fait » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à son frère. « Quelque chose qui peut encore être réparé » répondit fermement Samuel. « Mais seulement si tu arrêtes ça maintenant. S'il te plaît, Marcus, plus de violence, pas en mon nom. » Alors que ces mots pénétraient la conscience de Havok, la camionnette transportant Peggy arriva à un point de rendez-vous prédéterminé. Ce n'était pas l'entrepôt des Shadow Vipers comme prévu, mais une station-service abandonnée à la périphérie de la ville, où ils attendaient. Il y avait un comité d'accueil inattendu, Snake, accompagné de plusieurs Shadow Vipers qui avaient clairement choisi de rompre avec le leadership de plus en plus destructeur de Havok. Grindé reconnut Snake avec tension. « C'est allé trop loin, » dit-il. Grindé hésita, déchiré entre des loyautés conflictuelles et les ordres de Havok. Havok l'a perdu, Snake lui a coupé la route. Kidnapping d'un enfant, explosif dans une école, ce n'est pas ce que représentent les Shadow Vipers, ce n'est pas ce pourquoi nous avons signé. L'affrontement aurait pu dégénérer en violence sans le bruit des motos qui approchaient. Pas le renfort attendu de l'une ou l'autre faction, mais Diesel arrivant seul. Son expression était sombre alors qu'il descendait de cheval, examinant la situation d'un œil tactique. « C'est fini », annonça-t-il simplement. Havok parlait à Samuel. La vérité sur l'Afghanistan était en train de sortir. Les premières lueurs de l'aube trouvèrent Riverstone transformé, non pas par la destruction comme les Shadow Vipers l'avaient prévu, mais par l'émergence hésitante de la réconciliation. Le shérif Robert se tenait sur les marches de l'hôtel de ville, s'adressant à la presse assemblée et aux citoyens inquiets avec la cadence mesurée d'un homme qui avait vu trop de violence dans sa vie, mais n'avait jamais cessé de croire en la possibilité de la paix. Vers 2h17 ce matin, Marcus Havok Reynolds s'est rendu en garde à vue, annonça-t-il. Il a annoncé que son visage buriné trahissait l'épuisement des événements de la nuit. Tous les otages ont été récupérés sains et saufs. La menace immédiate pour notre communauté a pris fin. Ce que la brève déclaration n'a pas capturé, c'est l'émotion brute de la résolution. Comment Samuel Reynolds a été amené chez les Morrison par Sarah Menton, qui avait fait face à son frère au-delà d'une fracture bien plus grande que la distance physique. Comment Havok, confronté à la vérité sur l'Afghanistan de la part de la seule personne dont la souffrance avait alimenté sa vendetta, s'était effondré sous le poids de la réalisation. Comment Aaron Jack,
toujours attaché à sa chaise, avait regardé en silence cette année de haine mal dirigée se dissoudre dans un remords angoissé. « Je n'ai jamais voulu cela, » dit Samuel à son frère, les larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais demandé vengeance. Seulement que vous m'aidiez à reconstruire ma vie. » En fin de compte, ce n'était pas une confrontation dramatique qui s'est diffusée. Ce fut le simple pouvoir de la vérité prononcée par un frère qui aimait, même quand il ne pouvait pas pardonner, et par un homme qui avait perdu son chemin, mais pas sa capacité à être reconnu. Les retrouvailles de Peggy avec son père arrivèrent peu de temps après, orchestrées par Diesel et Snake, qui avaient pris la décision qui changerait à jamais leur position au sein des Shadow Vipers. Ils arrivèrent à la maison des Morrison avec Peggy et Max, trouvant Iron Jack recevant des soins médicaux pour ses blessures, tandis que Samuel parlait doucement avec son frère dans un coin gardé par le père du shérif Roberts. Peggy se précipita vers son père, Max boitant avec détermination à ses côtés. Iron Jack l'enlaça dans une étreinte qui en disait long sur la terreur de leur séparation. « Tu vas bien » murmura-t-il dans ses cheveux. « Max m'a protégée » répondit-elle simplement. Elle se souvenait de l'ordre spécial de maman. Iron Jack leva les yeux pour trouver Diesel debout maladroitement dans l'embrasure de la porte. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Anciens adversaires liés par un réseau complexe d'honneur, trahison et finalement choix. « Merci » dit doucement Iron Jack. « De l'avoir ramené à la maison. » Diesel hocha la tête une fois. Un soldat acquiesça. « Ta femme a bien dressé ses chiens » répondit-il, son regard se déplaçant vers Max et Peggy. « Elle est spéciale. »